sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, on se retrouve en format audio pour celles et ceux qui sont sur les plateformes de podcast et en vidéo pour celles et ceux qui sont sur YouTube avec Marie. Et aujourd'hui, on va parler de loyauté, donc on va un petit peu parler de psychosystémique, vous ne serez pas perdus, chers auditeurs. On va parler de loyauté et on va lier, enfin quand je dis on, Marie d'ailleurs, va lier ces histoires de loyauté invisible avec la question de nos vies d'indépendants et d'indépendantes. On va explorer tout ça avec pas mal de sujets, mais avant qu'on explore tout ça, Marie, déjà, merci d'être venue sur le podcast. Et est-ce que tu peux commencer par te présenter pour celles et ceux qui te connaissent pas, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu es là? Ok, écoute, déjà, merci beaucoup Laura de m'inviter dans ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir échanger sur cette thématique qui est effectivement très, je pense, récurrente aussi chez les indépendants et on s'en rend pas compte parce que ça vient se mêler en toile de fond derrière nos business. Alors, qui je suis? Je suis Marie, je suis psychologue, je suis coach business également. J'ai créé donc ma première activité donc de psychologue il y a 13 ans déjà, donc ça date un peu, ça me rajeunit pas. Suite à un burn-out, j'ai fait un burn-out. J'étais avant enseignante chercheuse à l'université, j'ai fait un burn-out et ensuite j'ai pris un petit peu de temps pour me poser et puis lancer cette activité. 2 ans plus tard, j'ai créé une autre activité. Je fais de l'écotourisme au Portugal avec des yourts et une cabane dans les arbres au Portugal. Et du coup, ça fait 11 ans que je gère ces 2 activités en parallèle, psycho, coach et puis activité d'écotourisme. Je suis aussi maman et je co-préside une association locale de protection de l'environnement. Donc, ça fait pas mal de casquettes. Et le burn-out, on va en parler puisque c'est quand même assez important, je pense. Ces loyautés-là se retranscrivent ça se manifeste par certains symptômes, dont le burn-out. Le burn-out, j'ai vécu 2 fois. Enfin, j'ai vécu avant d'être indépendante, puis j'ai presque vécu à 2 reprises en étant entrepreneur. Donc ce chemin-là, je l'ai pas choisi aussi par hasard. Les personnes que j'accompagne, je le fais pas par hasard. En fait, je travaille vraiment sur la partie psycho, entrepreneuriat bien sûr, mais santé mentale aussi avant tout. Respecter ses rythmes, respecter sa personnalité, respecter sa santé mentale. Voilà un petit peu pour le contour de qui je suis. Ok, et bien justement pour qu'on puisse se mettre à se parler de loyauté, peut-être commencer par expliquer à nos auditoristes qu'est-ce qu'on entend exactement par loyauté familiale, loyauté systémique dans le champ de la psychosystémique au sens large. Est-ce que tu peux nous expliquer ce concept des loyautés, comment ça se manifeste, les origines du concept, et puis comment ça se manifeste dans la vie d'une manière générale, et puis du coup en l'occurrence dans la vie professionnelle. Sur déjà expliquer un petit peu le concept, ça vient selon moi de 2 grands courants. Le courant des thérapies familiales contextuelles, c'est l'idée selon laquelle on a des comptes à rendre sous forme des comptes relationnels, sous forme de dette, sous forme de crédit envers notre famille, envers notre lignée familiale. Ça, c'est les thérapies familiales contextuelles. Il y a l'autre courant, le courant de l'approche systémique de Bowen, qui est assez connu, que ton audience va peut-être connaître, où là, on appartient à un système qui va se réguler via des rôles qu'on va endosser, via des répétitions, des schémas qu'on va répéter. Et les loyautés familiales ou systémiques, c'est un petit peu comme si on avait des contrats invisibles qui nous relient à notre famille, à notre histoire familiale, qui nous relient à un système aussi, au système dans lequel on appartient. Et ces loyautés-là, elles peuvent soit nous porter quand on hérite de valeurs qu'on souhaite transposer dans nos activités, soit au contraire nous desservir. Et elles vont plutôt dicter nos choix, nos décisions à notre place. Donc ça peut engendrer de l'autosabotage, ça peut engendrer des limitations dans nos activités. Voilà un petit peu ce que c'est. Ça agit un petit peu comme
un logiciel en toile de fond derrière notre tête là, qui prend des décisions à notre place sans notre consentement, et parce qu'on est lié à quelque chose de plus grand, de plus fort que nous. Et ben, du coup, comment on fait pour ceux qui nous écoutent là, pour comment dirais-je, pour différencier? Est-ce que là, je suis en train d'agir par choix conscient entre guillemets, ou est-ce que je suis en train d'agir par loyauté? Par exemple, il y en a sûrement plein ici. Bon, ça vaut pour les indépendants, mais je pense notamment à ceux qui nous écoutent, qui sont accompagnants, accompagnantes, tu vois, où se pose cette question quand même de pourquoi ce métier, pourquoi ce profil-là de patientèle ou de clientèle, etc. Bon, comment ils savent s'ils ont agi, s'ils ont vraiment choisi par eux-mêmes ou s'ils ont fait ça par loyauté familiale? Plusieurs moyens, selon moi, de repérer. Je pense à trois niveaux. Déjà, au niveau de la pensée, on s'est posé des questions. Bah, qu'est-ce qui fait que j'agis dans ce sens-là? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, à quoi je suis fidèle si je réussis vraiment? Quel revenu ou quel rythme? Parce qu'on parle toujours de revenus quand on essaie de s'auto-saboter dans notre croissance, mais c'est aussi les rythmes. Quel revenu, quel rythme je m'interdis de réussir? Pourquoi? Se poser un petit peu des questions quand on est face à une réussite, face à quelque chose qui bouge. Donc ça, c'est le système de la pensée. Système émotionnel aussi, peut-être voir un petit peu, creuser un petit peu s'il y a de la honte derrière, s'il y a de la culpabilité. Ça, je le vois beaucoup aussi chez, certainement dans ton audience aussi, hein, l'audience de thérapeutes accompagnants, là, la culpabilité de ralentir, de prendre soin de soi. Ouais, on sent pas très à l'aise avec ça. De la peur de se montrer, donc toute la partie émotionnelle et la partie comportementale avec probablement aussi des répétitions, des scénarios qui se retrouvent à chaque fois, tu vois, les mêmes types de clients qu'on va accompagner ou faire tout le temps le même type de rôle, hein, le rôle de sauveur. Pourquoi? Parce qu'on choisit justement ces clients-là, pardon, pour réparer quelque chose dans notre lignée familiale. Les mêmes types de galères qu'on va reproduire. Enfin, voilà. Se poser un petit peu ces questions-là en toile de fond. Voir aussi, en fait, c'est un petit peu comment ça se manifeste, voir en termes de quand on monte des paliers de chiffre d'affaires, par exemple, quand on est quand on avance, est-ce qu'il y a des plafonds invisibles qu'on a du mal à dépasser? J'ai des exemples de clientes et j'en parle parce que j'en fais aussi partie. Hein, j'ai été longtemps dans ce système-là, suite à ma famille, enfin, aux lignées que je portais. Des exemples de clientes qui étaient dans un milieu très modeste et qui avaient du mal à passer certains plafonds, alors dès qu'elles arrivaient aux revenus des parents, s'auto-sabotaient naturellement pour justement ne pas le dépasser parce que tu dois respecter le travail de tes parents, tu dois pas dépasser ce qui a été fait en amont. Ouais. Donc voilà, si pour capter émotion, pensée qui tourne en rond, et puis au niveau stratégie ou comportement qu'on peut répéter. Et alors, du coup, si par exemple dans nos auditories, il y a quelqu'un qui se reconnaît là sur la galère qui se répète, tu vois, il se retrouve toujours dans, je sais pas moi, à chaque fois qu'il y a un gros contrat à signer, il y a un problème, il y a la voiture qui a lâché, il y a le train qui est pas passé, il y a un bouchon, enfin bon bref, ce genre de truc un peu répété qu'on va souvent appeler malchance. J'ai pas de bol, à chaque fois que je veux faire ça, il m'arrive un truc. Bon, ok, donc là, notre auditorie se dit, ah tiens, est-ce que ça serait pas une loyauté familiale? Bon, mais concrètement, pour nos auditeurs et nos auditrices, est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un dans la lignée? Parce que tu vois, tu disais de poser la question à quoi je suis fidèle. C'est vrai qu'en systémique, on aime bien poser la question de à qui, mais bon, les deux s'entendent de toute façon, mais du coup, ça serait quoi? Ça serait quelqu'un de la lignée qui, par exemple, a raté la super opportunité professionnelle de sa vie et donc ça se répète. Est-ce que c'est pas aussi précis que ça? C'est plutôt qu'il y a un roman familial globalement, que la réussite professionnelle, elle est associée à quelque chose de négatif et donc je me refous toujours dans des situations. En fait, je te demande ça parce que je me dis des fois, je sais pas quel vécu toi tu as, mais je trouve que quand on parle des loyautés familiales, il peut y avoir un côté un peu magique, tu vois, de se dire, oui, mais comment c'est possible que à chaque fois, un coup c'est le train qui passe pas, un coup c'est le bouchon, etc. Genre c'est quoi? C'est l'alignement des planètes, c'est la poisse. Comment ça se fait que ça se passe comme ça?
je pense que c'est pas forcément facile de détisser le lien, en fait. L'idée, c'est de comprendre un petit peu ce lien et après, petit à petit, de le détisser. C'est pas, enfin, de le retisser d'une manière différente. C'est pas forcément facile de le voir. Pour répondre à ta question, c'est se poser tout simplement, quand à chaque fois qu'il y a des choses qui se répètent, on prend l'exemple des choses qui se répètent, et pourquoi ça se répète. Effectivement, il y a plein d'options possibles, mais déjà voir en toile de fond quels sont les ancrages des croyances qu'on a gardées et qu'on a tendance à faire perdurer ensuite par la suite. Je vais te donner un exemple simple, hein, qui est le mien, pour être le plus simple possible, le plus proche de moi. Euh, j'ai des parents horticulteurs pour qui, bah, forcément, travailler dur, ça faisait partie de leur manière d'être. Et il fallait se sacrifier pour réussir à gagner un petit peu d'argent. Se reposer, c'était pas possible. On prenait jamais de vacances. Et le repos, c'était mérité. Il fallait vraiment avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se reposer. Et du coup, j'ai euh, continué à, malgré tout, à j'ai vécu avec ça et dans mon activité, j'ai essayé de revivre ça. C'est à chaque fois que je gagnais un petit peu trop d'argent, bah, je le dépensais très vite, déjà pour justifier ma loyauté envers mes parents qui ne devaient pas aller, qui gagnaient pas beaucoup d'argent. Ça, c'est récurrent aussi chez les indépendants. Et il y a aussi le fait que bah, je pouvais pas me reposer. Ou alors je m'auto-sabotais. Dès que je me reposais, c'était pas juste, c'était pas justifié par rapport à tout le travail qu'ils ont donné eux ou se tuer à la tâche. Et ça, quand tu le vois, quand tu le vois dans ton corps, par exemple aussi, quand tu vois je sais pas, tu dors mal, une fois que tu réussis un lancement, t'es pas bien, tu fais des insomnies, ouais, t'es épuisé, t'as du mal à récupérer. Et si c'est à chaque fois la même chose qui se répète, tu peux te dire bah, d'où ça vient. Ouais. Et ensuite, bon, après, il y a tout un travail de reconstruction derrière. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Comment j'honore aussi ce qui a été fait? Parce que il y a toujours une intention positive, malgré tout, hein, derrière ces loyautés-là. C'est pas pour rien. Euh, bon, on verra peut-être plus tard, mais ouais, je pense qu'il y a, il y a du boulot. C'est pas si magique que ça. Ça se déconstruit petit à petit avec un professionnel peut-être aussi qui peut aider à détisser les bons liens. Et c'est pas uniquement parce qu'on sait d'où ça vient que ça se répare. Il faut aussi travailler derrière sur la réparation. Est-ce que c'est une astuce, entre guillemets, pour savoir si c'est une loyauté qui nous enquiquine la vie, c'est d'avoir éliminé les autres pistes? C'est-à-dire d'avoir creusé la question des croyances individuelles, entre guillemets, parce que sont-elles vraiment individuelles? Bon, on s'entend. On a éliminé d'autres pistes. Et peut-être si on a éliminé notre piste, on peut se dire, bon, tu vois, je pensais en fait à l'exemple du plafond de chiffre d'affaires, tu vois, de commencer par éliminer les questions business model, business plan, gestion comptable, etc. Ensuite, on a peut-être fait le travail mindset, entre guillemets, comme on dit dans ce milieu-là. Et puis, parce que des fois, ce genre de blocage, justement, quand on arrive à se poser la question de la loyauté familiale, c'est qu'on a un peu épuisé toutes les cartes et de se dire, mais enfin bon, je ne comprends pas pourquoi il y a ce blocage. Moi, par exemple, j'ai un truc rigolo, c'est que j'ai toujours le même nombre d'élèves en formation. Genre, je me retrouve systématiquement, tu vois, avec à un près, très souvent c'est le même nombre d'élèves et si c'est un nombre différent c'est à un près quoi, tu vois. Et c'est à force d'avoir évacué le truc, de me dire le marketing, la communication, le lancement, blablabla, tu vois, d'avoir éliminé les trucs un peu pratico-pratiques, de se dire c'est quand même étrange, que peut bien vouloir dire ce chiffre dans la lignée. Ça arrive souvent après, en fait. Et j'ai envie de dire, malheureusement, bon, en même temps, c'est normal, hein, quand on est indépendant, on essaie de travailler sur le côté très concret, pratico-pratique. Donc, on va avoir du côté du marketing, du côté, voilà, nos offres, qu'est-ce qui va pas, ou du côté stratégique, comment on peut améliorer. Et c'est OK. On vient voir plus tard que effectivement malgré tout le travail comme tu dis qu'on a fait, ben, il y a des choses qui se répètent et c'est là qu'on va faire appel à peut-être un psychologue ou un autre professionnel pour essayer de décreuser un petit peu ça et voir que c'est pas que la partie marketing stratégique qui agit là-dedans. Ça vient trop tard, selon moi, mais attention, bien sûr, je défends ma paroisse, mais c'est important, je pense, d'y réfléchir en amont, peut-être pour construire aussi des bases saines de son activité, pour pas partir un petit peu dans tous les sens, dans les mauvais sens, et pour avancer sereinement. Et donc, afin que ce soit clair pour tout le monde,
c'est quoi du coup les manifestations? Alors t'as parlé par exemple, t'as donné l'exemple du burn-out, mais c'est quoi les effets psychiques, les effets émotionnels, t'as parlé de culpabilité aussi, qui peuvent être alimentés par des loyautés du coup qui sont pas résolues ou qui sont pas identifiées chez les indépendants en tout cas. Moi, je vois souvent vraiment chez mes clientes la surcharge de travail. On va peut-être la sensation de devoir fournir plus pour pouvoir justifier un petit peu notre lignée familiale ou autre. Donc burn-out. Le syndrome de l'imposteur aussi qui vient de manière un peu insidieuse derrière tout ça avec la difficulté peut-être à trouver sa place. C'est un petit peu comme l'histoire de l'enfant à table qui n'arrive pas à trouver sa place dans la famille. Qu'est-ce qu'il y a? La culpabilité, j'en ai parlé, mais c'est vrai que ça revient quand même souvent. La culpabilité, je sais pas moi, de réussir là où les parents auraient eux eu des difficultés, où les parents auraient souffert. Euh, la culpabilité de s'offrir du temps pour soi, comme j'ai dit tout à l'heure. L'autosabotage, très souvent aussi, rester fidèle à tout le temps le même type de galère pour ne pas trahir, entre guillemets, hein, le clan, la famille. Ouais, j'ai pas d'autres choses qui me viennent comme ça en tête, mais je pense que c'est les gros points qu'on voit souvent quand même chez les indépendants. Et le burn-out. Et c'est quoi toi ton avis? Alors je sais que c'est pas tout à fait ton sujet, mais sur comment dirais-je l'imbrication dans le fait de trouver le bon niveau explicatif. Tu vois là par exemple, tu as la thématique du burn-out par exemple. Bon, donc le burn-out, c'est un premier niveau explicatif de je mange pas bien, je travaille trop, je dors pas bien, voilà. T'as un autre niveau explicatif, etc., etc. Bref, là tu nous proposes un niveau explicatif qui est celui de la loyauté familiale, de venir d'un système familial où il y a une loyauté au fait de travailler beaucoup et ou de ne pas se reposer, ou que effectivement moi je me rappelle dans les familles d'entrepreneurs, t'entends souvent ça, tu sais l'adage là de je me reposerai quand je serai mort, quoi. Tu vois, ce genre de voilà de croyances, loyauté, machin. Après, il y a un autre niveau explicatif qui est encore le système du dessus, qui est là en l'occurrence le système politique et donc en l'occurrence là le système capitaliste qui crée évidemment des burn-out à répétition. Et donc du coup, comment tu l'imbriques avec les loyautés familiales? Est-ce que tu aurais tendance à dire que l'exemple du burn-out par exemple, c'est que tout simplement il est multifactoriel et donc il est causé par différents systèmes? Est-ce que tu dirais que quand même les loyautés familiales ça a quand même plus de poids parce qu'elles viennent chercher d'autres choses psychiquement? Honnêtement, moi, j'ai pas d'avis très tranché sur la question. C'est pas tout blanc, tout noir, et je pense que ça dépend aussi beaucoup des individus, quoi. Il y a des burn-out où c'est clairement entre guillemets que individuel, mais même si c'est jamais, on le sait, que individuel, hein, on s'entend. Et puis d'autres burn-out où c'est plus la partie systémique du système qui veut qu'il faut produire plus, et donc on est pris dans ce système-là. J'ai pas d'avis tranché. Je pense que ça peut être multifactoriel et peut-être que les personnes seront peut-être plus marquées par les loyautés qu'elles ont à retravailler avec leur histoire familiale. D'autres, c'est plus le contexte politique ou le contexte social qui les pousse à. C'est variable, ouais. J'anticipe la dernière question que je te poserai tout à l'heure sur le comment faire, mais je pose celle-ci tant que j'y pense, qui est un peu liée à comment faire, mais qui serait plus par où commencer. Tu vois, ce que je veux dire, c'est peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et genre ça, c'est en train de leur sauter aux yeux, tu vois, de se dire, mais oui, en fait, papa et maman disaient toujours ça, tu vois. Mais des fois, la loyauté, elle est pas aux parents, elle peut être aussi aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, qui peuvent être décédés, on peut pas forcément discuter avec eux, on a que le récit qui nous est transmis par les parents, les oncles, les tantes, les souvenirs et le roman familial qui du coup en plus forcément modifie des événements et puis le narratif qu'il y a dessus. Et puis des fois il y a aussi, en tout cas il y en a peut-être parmi nous qui t'écoutons là, qui se disent, moi il m'arrive un truc un peu farfelu quoi, je vois pas trop par où commencer. Bon. Donc, du coup, ma question serait celle-ci, ça serait un peu pour celles et ceux qui sont dans cette situation. Par quoi on commence? Est-ce qu'on commence, entre guillemets, chronologiquement, c'est-à-dire commencer par regarder vos parents, puis les grands-parents, puis les arrière-grands-parents? Est-ce que on regarde les thématiques? Est-ce que ça vaut le coup de passer, par exemple, par un génogramme, essayer de voir s'il y a des répétitions, des choses comme ça? Ça serait quoi le point de départ si ça ne saute pas aux yeux comme ça d'entrée?
Moi, je serais d'avis de commencer déjà par soi, par vraiment poser sur papier, enfin sur feuille de papier, et essayer de détisser soi-même les liens si on en voit. Et je pense que si on les voit soi-même, c'est qu'il y a déjà un truc à travailler. Et ensuite, après, à travailler par un niveau. Oui, parents, grands-parents, etc. Mais après, il y a, comme on l'a dit, il y a le système aussi. Comment ça s'imbrique là-dedans? Comment je le porte, ce système-là? Comment j'ai envie de, enfin, quelles sont les valeurs que je porte avec? Quelles sont les tensions entre mes valeurs et les valeurs de ma famille ou du système. J'ai pas, il n'y a pas de, selon moi en tout cas, attention, hein, de schéma classique. Il faut faire ça dans cet ordre-là. Ça dépend encore des personnes. Et puis, j'ai envie de dire, on commence déjà par soi, poser les choses et dès qu'il y a quelque chose d'un petit peu, un tout petit déclic ou un petit truc qui commence à être évident pour soi, c'est que là, il y a un truc à creuser quand même. Et ensuite, le reste se creusera peut-être plus facilement. Bah justement, tu parlais de ce qu'on peut porter. Bah du coup, ma question suivante, c'était en tant qu'indépendant, indépendante, souvent on se retrouve à porter beaucoup de rôles en même temps. Donc on va se retrouver à la fois à être le travailleur indépendant au sens littéral d'être en autonomie, mais on est aussi le gestionnaire, on est aussi le commercial, on fait la prospection, on fait les réseaux sociaux, il faut être le profil créatif, il faut être le profil manager si s'il y a des équipes. Bon, donc où peut se nicher le besoin de soigner, entre guillemets, ou de compenser quelque chose dans ces rôles-là. J'avais mis quelques exemples là, en préparant les questions, la peur du jugement, le besoin de reconnaissance, la charge mentale, la solitude, etc. Les endroits de compensation et de soins. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de soins. Ben, je pense, je mets souvent la relation, je fais la relation entre l'indépendant et l'infirmier, et que l'indépendant est parfois souvent l'infirmier invisible de sa lignée. Il soigne des blessures peut-être anciennes, dans lesquelles, et comment il le fait? En bossant plus, peut-être, en cherchant plus de reconnaissance, en voulant sauver tout le monde, hein, la position du sauveur qu'on connaît très bien. Ben, ça se met, selon moi, un petit peu partout, dans le fait de travailler un peu plus dans chacun de ses rôles, dans le fait, pour être peut-être plus reconnu aussi, dans le fait d'avoir des difficultés à être visible parce qu'on a peur du jugement, parce qu'enfant, c'était difficile peut-être dans sa lignée d'être, de sortir, de se montrer un peu plus, de prouver sa valeur. Bah, ou des personnes qui vont peut-être avoir des difficultés à demander de l'aide parce que dans leur lignée, demander de l'aide, c'était un signe de faiblesse. Donc, ça se joue dans tous les petits, toutes nos actions du quotidien, dans notre activité d'indépendant. Quelle que soit l'action, finalement, on peut le retrouver dans les relations qu'on a avec nos clients, dans notre relation à notre travail. Et du coup, ouais, t'as précisé au début de la réponse indépendante. Pourquoi enfin, tu as dit je fais le lien entre l'infirmier entre guillemets et l'indépendant parce que quand on est indépendant, on vient souvent soigner des choses de la lignée, etc. Pourquoi l'indépendant et pas le salarié, par exemple? Pourquoi pas? Moi, je fais l'indépendant parce que voilà, on est dans le contexte, mais bien sûr, le salarié aussi vient soigner des choses avec son travail, avec les choix qu'il fait. Oui, oui. Oui, ok. Précision pour qu'on soit sûr. Non, mais tu vois, je me disais peut-être que tu allais me dire c'est parce qu'on choisit plus facilement sa cible, son positionnement, etc. Et alors la dernière question, c'est la question à 10 000 balles. C'est la question comment. Alors c'est la question, je sais, je suis un peu vache parce que moi je déteste qu'on me fasse ça. Quand je suis interviewée, parce que, en tout cas sur ces sujets-là, c'est un peu compliqué de répondre comment, parce que tu as dit plusieurs fois, bah ça dépend des gens, ça dépend de la thématique, etc. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent, ça peut être aussi un peu frustrant des fois de rester un petit peu sur sa fin. Ben, vous êtes bien mignonne avec vos histoires de loyauté familiale, mais alors déjà comprendre ce que c'est déjà pas très limpide. Et puis bon, je me retrouve tout seul avec mon affaire. Alors évidemment, la question à 10 000 balles, c'est comment est-ce qu'on fait pour se libérer ou peut-être pour négocier une entente à double gagnant avec soi-même. Comment on fait pour se libérer d'une loyauté qu'on a identifiée ou en tout cas on suspecte qu'il y en ait une et que voilà, on se dit en fait c'est plus juste pour moi, ça freine mon activité, j'arrive pas à passer le palier de chiffre d'affaires, j'arrive pas à je sais pas moi, avoir le super contrat que je veux, quoi que ce soit. Ouais, effectivement, c'est pas une question facile, je te l'avoue. Alors moi, je donne les grands axes. Après, effectivement, chacun va essayer de creuser dans chacun de ces axes. Comme j'ai dit, l'idée, c'est pas de couper
la relation. C'est pas de couper le fil, pas de couper le contrat invisible. C'est d'essayer de retisser d'une manière différente. Parce que si on coupe les choses, bah forcément, elles sont quand même malgré tout quelque part là. Et on a plutôt tendance à les mettre sous le tapis et ça va ressortir peut-être plus tard d'autres manières. Donc, commencer par comprendre ce que c'est que cette loyauté, enfin, peut-être la nommer, tout simplement. Ça paraît bateau, mais c'est quand même super important de nommer les choses. Par exemple, je sais pas, on va se poser et de se demander bah, si, quelle question, si je réussissais vraiment dans mon activité, qui je trahirais dans dans ma famille ou autre. Hein. Et puis noter les premières choses qui nous viennent à l'esprit, une image, un nom qui arrive, sans aucun filtre. Donc, essayer de nommer cette loyauté. Ensuite, remercier. J'ai envie de dire que c'est important aussi malgré tout parce que si avant de se libérer de quelque chose, il faut savoir pourquoi cette chose-là a été mise en place par notre cerveau pour nous aider d'une manière ou d'une autre. Donc, reconnaître peut-être le lien, l'intention positive qu'il y a derrière ce lien-là, et ensuite redéfinir le nouveau chemin, choisir ce qu'on garde, peut-être les valeurs qui ont été portées par cette loyauté, choisir ce qu'on met de côté, pourquoi on les met de côté, en quoi ça va nous servir de les mettre de côté, avoir quelque chose de très pratico-pratique et très concret. Ça aide aussi le mental à avancer vers une réparation. Je pense à ces 3 points. Nommer, remercier, redéfinir la loyauté et puis avancer voilà, avec toujours ce petit garde-fou à chaque fois qu'il y a un truc qui revient sur la table. Bon, c'est déjà revenu la dernière fois, pourquoi ça revient, qu'est-ce que je peux faire, comment ça se joue chez moi et comment j'avance avec, qu'est-ce que je lâche, qu'est-ce que je garde. Est-ce que tu serais OK de nous partager, sinon il y a pas de souci bien sûr, mais puisque tout à l'heure tu as dit que toi la thématique du burn-out elle était en lien avec une loyauté familiale de tes parents, tu travaillais beaucoup, faut mériter le repos, etc. Ça a été quoi toi ton cheminement pour justement capter qu'il y a une loyauté, identifier cette loyauté et surtout du coup après pour la dépasser, c'est-à-dire bon, tu as peut-être fait le travail dont tu viens de nous parler, mais après concrètement une fois qu'on a fait ça, comment tu as fait pour reprendre ton activité et ne pas te remettre dans le même bazar? Alors, je dis tout de suite, c'est pas facile de ne pas se remettre dans le même bazar. Ça revient malgré tout, en fait. Même si on croit qu'on a réglé le truc, ça revient de temps en temps de manière très sournoise. Comment j'ai fait? Bon, j'ai rapidement perçu, bah, en même temps, j'ai fait des études de psycho, un doctorat de psycho, donc forcément, ça m'a travaillé. J'ai pas fait psycho pour rien, en fait, aussi. Du coup, ça m'a travaillé. J'ai rapidement perçu que le fait de mon premier burn-out, quand j'étais enseignante-chercheuse, c'était pour, euh, par loyauté pour mes parents qui se sont sacrifiés au boulot, qui sont tués à la tâche. Et donc, pour moi, c'était pas OK de, de travailler, de peu travailler et gagner beaucoup d'argent. Ça n'allait pas dans mon système. Donc ça, c'était la première fois. Ensuite, indépendante, j'ai replongé 2 fois. C'est pas rien. Et ce que j'ai essayé de repérer chez moi, c'était pourquoi je relançais tout le temps le même truc. Alors, ma manière à moi de dépasser ça, c'est de travailler plutôt vraiment sur le slowpreneuriat. Donc, d'avoir une approche affirmée envers mes clientes sur le slowpreneuriat et de travailler de me challenger moi-même à gérer 2 activités, une association en travaillant que 4 jours par semaine. C'est ma manière de réparer un petit peu cette loyauté que j'ai de, bah, il faut se sacrifier au boulot, et puis t'as pas le droit de te reposer, en fait. Donc, j'accepte, en quelque sorte, ce que j'ai reçu de mes parents et j'essaie de les honorer d'une autre manière en leur montrant qu'il y a une autre voie possible. Et cette manière de l'honorer, c'est de montrer un impact plus important du fait de mon activité en accompagnant des personnes vers cette voie-là. C'est ma manière de réparer. Donc, encore une fois, je répare malgré tout. Hein. Je suis toujours dans la réparation. Ça me fait penser, ce que j'ai noté avant ma question avant d'oublier, que y en a peut-être du coup parmi celles et ceux qui nous écoutent qui ce travail de la loyauté qu'ils ont identifié, je prends là l'exemple avec tes parents de ta nouvelle manière d'entreprendre, qui crée des conflits aussi, parce que justement se retrouver en trahison de loyauté, c'est aussi être, comment dirais-je, une page noire dans le livre du roman familial, quoi, parce que le système familial peut aussi réagir évidemment de manière avec une forte résistance à ce changement. Et donc peut-être qu'il y en a aussi là parmi nous qui sont en mode oui alors moi j'ai bien compris la loyauté machin, mais enfin le problème c'est que
renoncer à cette loyauté, ou ne serait-ce même que négocier cette loyauté, se fait au prix d'une mésentente relationnelle importante, quoi. Oui, oui, c'est sûr, c'est pas facile. Ça, je dis pas que c'est facile parce que le système en fait va récompenser la loyauté, notre appartenance au clan. Et ça va être difficile pour nous de rompre la loyauté parce que ça veut dire un risque d'exclusion, comme tu l'as dit. Et forcément, notre cerveau naturellement va choisir la sécurité et l'inclusion. Donc c'est difficile. Je dis pas que c'est facile. Après, ça peut être aussi libérateur. Ça peut être aussi une voie pour ouvrir autre chose, propager. Moi, je suis aussi maman, donc forcément, je propage les valeurs à mon enfant. Et aussi, je pense que la maternité m'a aidé à dépasser aussi ce système de loyauté, avoir envie de propager autre chose, d'autres valeurs, d'autres manières de fonctionner. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas vu, pas dit, pas abordé? L'idée qui est derrière, c'est qu'on n'honore pas. Je crois que moi, c'est ce qui m'a aidé à avancer. On n'honore pas notre famille en se sacrifiant. On l'honore pas. Et au contraire, on peut l'honorer en vivant peut-être d'une autre manière, en vivant pleinement d'une autre manière, en suivant, en moi, pour moi, en tout cas, je parle pour moi, en suivant mon propre rythme et en ouvrant d'autres voies. Et c'est ça aussi qui peut nous aider, nous dire, bah, ok, je mets fin à une loyauté familiale, je crée un conflit interne dans la famille parce que je romps le cadre, mais j'ouvre quand même une autre voie et vous pouvez me suivre. Vous pouvez y aller ou pas. En l'occurrence, moi, mes frères, ils sont allés aussi. Ils sont tous les deux indépendants. J'ai lancé la voie, ils y sont allés. Mais tu vois, il y a un truc à lever et libérateur derrière. Est-ce que peut-être tu as des livres, des podcasts, des auteurs, des autrices pour causer ce sujet-là? Effectivement, j'en ai pas comme ça qui viennent en tête. J'ai des anciennes références de psycho, mais c'est très psycho quoi. C'est pas trop tout public. Si j'en ai qui arrivent en cours de route, je pourrais te les donner et puis peut-être tu pourras les insérer sous ton podcast sans volontiers. Je mettrai dans la description. Après, si tu as des références psycho, je me permets de parler pour celles et ceux qui nous écoutent, mais généralement sur ce podcast, ils sont habitués à, à des trucs universitaires. Je pense au livre... comment il s'appelle? C'est Loyauté qui nous libère? Je crois que c'est ça. Je retrouverai l'autrice, je sais plus le nom de l'autrice. En tout cas, bon, si t'en vient d'ici là, on les mettra dans la description, même s'il y a des livres plutôt universitaires, je pense que ça peut en intéresser certaines. J'ai pensé aussi, je t'ai pas posé la question au début de l'interview parce que sinon ça allait nous éloigner et on allait y passer 1 heure et demie, mais ça me faisait faire un peu le lien avec le concept de Vincent de Gojlak sur la névrose de classe. Ça te parle ce concept-là de Gojlak? Vaguement, mais il faut que tu me remettes un petit peu les choses claires. Ouais, c'est parce que bon, il y a un truc qui est lié quand même. Enfin, forcément, ça m'a fait penser parce qu'il y a un truc en loyauté familiale, mais le truc c'est de la névrose de classe, mais il est sociologue lui, il me semble, hein, il est pas psy, mais de s'intéresser aux symptômes qui vont apparaître, si je peux dire ça comme ça, quand on a une mobilité de classe, tu vois. Et donc le fait d'avoir notamment des mobilités ascendantes, et que du coup, si moi, enfant, j'ai une mobilité ascendante et que du coup, je me retrouve dans une classe sociale supérieure à celle de mes parents, je peux développer des symptômes, entre guillemets, qui réunissent dans le concept de névrose de classe pour venir exprimer, par exemple, quand c'est dans ce sens-là, les questions de culpabilité, enfin de peur de réussir plutôt que de peur d'échouer, la culpabilité d'avoir dépassé un parent, etc., quoi. Et donc, t'avais ce lien avec les loyautés quand même. Ouais, tout à fait, oui, je pense qu'il y a un lien intéressant à poser là-dessus. Donc, je vous mettrai aussi dans la description la référence de ce sociologue, Vincent de Gojlak, si vous voulez aller voir, aller lire. Marie, merci beaucoup d'avoir été avec nous, ça nous a permis de brasser un petit peu ce sujet qui est tout à fait passionnant, mais moi aussi je prêche un petit peu pour ma paroisse parce que je trouve que c'est toujours très très éclairant d'avoir ces lectures systémiques. Alors évidemment, au-delà de prêcher pour ma paroisse, c'est que ça permet d'avoir des lectures avec un peu plus de recul, un peu plus global, surtout dans ce milieu du travail indépendant où la plupart du temps c'est le discours libéral qui est hégémonique et donc un discours qui est très individualiste, très individualisant. Et donc il me semble que parmi tous les désaccords politiques que j'ai, c'est aussi que d'un point de vue de développement personnel, mais au sens littéral, dans la possibilité de se développer, eh ben on passe à côté de certaines réponses, on passe à côté de certaines investigations parce qu'on est trop rivé sur soi. Je sais pas si tu voulais ajouter un truc sur cette conclusion.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est hyper important effectivement d'élargir le spectre et de pas regarder que sur la partie, on l'a vu, un marketing, offre, ou je sais pas moi, les tarifs qui vont pas. Non, il n'y a pas que ça en fait. Sortez de ça parce qu'il y a beaucoup plus large que ça. Là, on parle de loyauté, mais bien sûr, il y a d'autres choses aussi qui sont en jeu. Il y a beaucoup plus large et ça nous impacte. Qu'on le veuille ou non, on n'est pas vraiment libre de de nos choix. On n'est pas vraiment libre des répercussions de nos choix. Il se passe quelque chose autour de nous qui agit pour nous. Et c'est important d'en prendre conscience. Bah écoute, je suis très contente parce que moi je parle souvent dans la partie systémique aussi de la partie système politique et donc je suis contente parce que là ça permet de faire un lien justement entre des aspects plus individuels, même si tu l'as rappelé, ils ne sont jamais 100% individuels, et la partie des systèmes surplombants, si je pourrais dire ça comme ça, des systèmes politiques plus collectifs, plus structurels, mais tout rien n'est 100% individuel, mais c'est pas 100% structurel non plus. Donc ça nous permet comme ça, de faire des vases communicants et de voir effectivement, voilà, pour les indépendantes qui nous écoutent, si en ce moment vous avez des sujets business qui vous enquiquinent ou d'autres, mais notamment sur ces sujets-là, eh bien peut-être que ça vaut le coup d'aller voir ailleurs que dans vos business models, même si ça vaut sûrement le coup d'aller voir dans vos business models, au demeurant, mais ça vous permet aussi peut-être de se dire que ça vaut le coup d'aller voir dans vos systèmes familiaux, peut-être dans votre système couple aussi, en tout cas dans vos systèmes familiaux actuels, passés, et dans vos systèmes politiques, abattez le capitalisme et ça se passera beaucoup mieux après. Mais je vais pas me lancer maintenant dans ce sujet-là. Merci Marie d'avoir été avec nous et puis à bientôt. Merci beaucoup Laura. À bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.